Bonjour, donc Pierre Desmarais, je suis avocat au barreau de Paris et correspondant informatique et liberté. Et aujourd'hui, je viens vous parler Big Data et droit. Alors, en principe, quand un avocat, un juriste arrive pour parler Big Data, la vision classique, ça donne à peu près ça. On va vous parler CNIL, on va vous parler protection des données à caractère personnel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y aura d'autres intervenants qui vont le faire. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'imaginer un monde sans CNIL. Je vois quelques sourires. J'imagine que tout le monde se dit, imaginez un monde sans CNIL, il n'y a aucun problème, on peut le faire dès demain matin. J'entends déjà les soupirs d'Aise. Est-ce que vous êtes sûr que pour autant, vous allez pouvoir faire du Big Data sans difficulté aucune, si on écarte le problème de la CNIL? Petit vote à main levée, qui pense qu'il n'y a plus de problème? Une seule personne? Ah, tous les autres sont déjà convaincus qu'il y en a. Je vais vous montrer, monsieur, qu'il y a d'autres problèmes. Alors, la question qui se pose, c'est d'où viennent les datas? On fait du Big Data, c'est bien. La définition classique du Big Data contient notamment volume, variété. À partir de là, on se pose la question de comment les a récupérés. En tout cas, il vaudrait mieux se poser cette question. Et jusqu'à présent, les personnes qui ne se la sont pas posées ont pu avoir quelques problèmes. Alors, d'où viennent les données? Quelques idées. Il y en a d'autres. En ce moment, le plus en vogue, c'est les objets connectés. On pourrait parler aussi des données relatives à la pharmacie. Le SNIRAM, avec l'assurance maladie, ça c'est un classique. Toutes les données ouvertes par Etalab, l'open data. On a les données de l'assurance, on en a parlé, les compagnies d'assurance ont des données de santé et on pourrait a priori s'en servir pour faire du big data. On a la TIH c'est le PMSI. Et on a également tout ce qui pourrait être ordre des médecins, syndicats. Ce sont des instances qui produisent des données relatives au système de santé, qui peuvent intéresser pour faire du big data santé. On n'est pas forcément en train de parler de données à caractère personnel relatives à la santé. On peut avoir des données qui sont relatives à un établissement de santé, à des pathologies, à un programme de télémédecine, quels sont les indicateurs de réussite du projet. Voilà, on peut avoir plein d'autres données. La difficulté, c'est que ces données, la plupart du temps, elles ne sont pas libres. Ça veut dire qu'on ne peut pas les réutiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles le collecteur initial les a produites. Elles lui appartiennent. C'est de la propriété intellectuelle. Ou même, c'est simplement de la captation de données et il les sécurise, il les privatise de facto. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment réutiliser ces données pour faire du big data? On va avoir trois possibilités et normalement, avec ça, vous devriez pouvoir envisager de faire du big data relativement paisiblement. La première solution, c'est le cas où les données sont produites par une personne du secteur public. Je dis bien du secteur public, et non pas une personne publique. La différence, c'est la personne. Si je vous dis une personne publique, ça veut dire l'État, les collectivités locales, les établissements publics comme les centres hospitaliers, l'assurance maladie. Avec l'open data, vous pouvez récupérer les données de personnes privées qui gèrent un service public. Là, déjà, ça nous ouvre les établissements d'intérêt collectif, toutes les cliniques privées à but non lucratif. Elles produisent de la donnée, elles ont une mission de service public, on peut récupérer les données. On récupère également les données qui sont relatives aux syndicats médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, et les données d'activité des médecins peuvent être envisagées d'être récupérées auprès des ordres médicaux. Donc, c'est un panel qui est très large, l'open data. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère ce qu'on appelle, nous juristes, des documents administratifs. Mais attention, il faut voir ça de façon très large. Vous avez peut-être vu passer un avis de la commission d'accès aux documents administratifs en début janvier, qui dit « Le code source d'un logiciel de l'État est un document administratif réutilisable ». Donc ça va extrêmement loin. On peut récupérer beaucoup de choses et on peut ensuite demander à les réutiliser.
Troisième question qu'on doit se poser, quand? Alors, à l'heure actuelle, c'est censé être facultatif. Une collectivité peut vous dire « Non, je ne vous donnerai pas accès à mes données ». À partir du 18 juillet 2015, ça devient obligatoire, c'est une directive européenne, à Strasbourg, donc c'est l'endroit où on peut parler d'Europe. Directive européenne sur la réutilisation des données publiques, ça devient obligatoire, y compris pour la santé. Donc, toutes les personnes que j'ai évoquées seront obligées de rentrer dans une politique d'open data. Elles ne vous donneront pas nécessairement les informations que vous voulez, mais elles seront contraintes d'essayer de trouver une solution en anonymisant des données ou en trouvant une solution pour les agréger et vous donner une vue globale. Comment? Alors là, c'est là où c'est fabuleux. Soit c'est déjà en libre accès sur Internet, data.gouv.fr. Vous y allez, il y a déjà plein de jeux de données qui sont accessibles. Vous pouvez aller sur le site des personnes publiques directement. Si vous allez sur le site de la Caisse nationale d'assurance maladie, vous pourrez récupérer toutes ces bases de données relatives au codage des actes, par exemple. Ça peut avoir un intérêt. Si ce n'est pas sur le net, c'est un recommandé accusé-réception. Monsieur le directeur, je vous remercie de bien vouloir me donner, et vous donnez la liste des informations dont vous avez besoin, et vous récupérez tout ça. C'est facile. Éventuellement, on pourra vous dire, d'accord, je vous les donne, mais il faut signer une licence. C'est un contrat, a priori ce sera un contrat type, donc difficulté minime. Cinquième question, combien? Eh oui, combien ça coûte? Alors c'est là qu'on s'affronte pour l'instant au niveau de l'open data. Les tenants de l'open data disent qu'il faut que ce soit gratuit. Je vous le dis tout de suite, en France, il n'y a pas de principe de gratuité de l'open data. En revanche, il y a un mécanisme qui revient au même, puisqu'on considère que toute donnée qui n'est pas inscrite sur une liste fixée par le Premier ministre doit être communiquée gratuitement. Donc, à contrario, si les données dont vous avez besoin sont communicables et réutilisables, qu'elles ne figurent pas sur la liste du Premier ministre, vous pouvez les récupérer, et ce gratuitement. On pourra éventuellement, si c'est du papier, vous demander de payer les photocopies. L'inconvénient est quand même minime. Est-ce que vous avez des questions sur l'open data ou on voit toutes les questions après? Oui? Même si c'est sur papier, vous pouvez les récupérer et vous pouvez demander en plus, si c'est sur un format qui n'est pas interopérable, à ce que ça vous soit communiqué dans un format interopérable. Il y a des avis de la CADA sur le sujet déjà. Alors attendez, j'ai entendu, Alors, les formats interopérables, c'est une vraie question. Grosso modo, il faut que ce soit fourni dans un langage ou dans un format qui soit communément considéré comme accessible. Grosso modo, on va vous donner des fichiers Excel ou des fichiers qui sont réputés sur le marché. On ne vous donnera pas un fichier propriétaire totalement impossible à réutiliser. D'autres questions? Bon, alors, comment on fait si la donnée ne vient pas du secteur public? On s'assied dessus, on oublie? Une autre option? Alors, dans ce cas-là, on peut envisager très simplement de rentrer dans un processus de coopération avec la personne du secteur privé et de lui demander une licence. Qu'est-ce qu'on va demander? Soit un bien intellectuel, l'accès à une base de données protégée au titre du Code de la propriété intellectuelle, soit ce que j'appelle un bien économique. Une donnée, en tant que telle, un savoir-faire, n'est pas un bien intellectuel, n'est pas appropriable. En revanche, vous pouvez limiter l'accès à cette information. Et vous pouvez monétiser cet accès. Et on peut faire une licence pour la communication de savoir-faire ou pour de la communication d'une donnée en particulier. À qui vous le demandez? À toute personne, y compris les personnes publiques qui agissent dans ce qu'on appelle une mission industrielle et commerciale. L'exemple type, c'est un centre hospitalier qui valoriserait des brevets et propose de les réutiliser contre une licence payante. Quand? On peut le faire dès maintenant. Il n'y a pas de problème. Le souci, c'est comment? Il faut nécessairement une licence. Si vous n'avez pas un contrat avec cette personne, vous ne pouvez pas réutiliser ces données. À défaut,
c'est de la contrefaçon. De la concurrence déloyale ou autre, quand ce n'est pas un bien intellectuel, mais il y a toujours une sanction. Donc il faut partir du principe que vous avez besoin d'un contrat. Alors forcément, vous allez vous dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe s'il refuse? Vous avez un concurrent qui a une base de données gigantesque, ou un partenaire potentiel, et vous voulez la réutiliser, il vous dit non. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Alors, c'est ce qu'on a vu dans le secteur de l'électricité. L'acteur traditionnel, EDF, avait un avantage compétitif sur tous les autres, parce que comme il avait un monopole d'État, il avait la liste de tous les abonnés. Tous les nouveaux acteurs de l'électricité sont arrivés, on dit bah oui, mais moi j'ai pas cette liste, donc mon fichier client, il faut que je me le fasse. Comment on fait? On parcourt tous les immeubles en disant est-ce que vous voulez pas être client chez moi? Non. Ils ont fait beaucoup plus simple, ils ont fait ce qu'on appelle la théorie des facilités essentielles, et ils ont attaqué GDF Suez en disant voilà, vous avez une position dominante sur le secteur qui découle directement de votre histoire, et vous avez cette base de données. Qu'a fait le Conseil d'État? Il a considéré que GDF Suez était obligé de fournir l'accès à la base de données gratuitement à tous ses concurrents. Ce qui signifie que si demain matin vous avez besoin de données privées, qu'on vous dit non, il faut peut-être étudier la question et vous demander s'il n'y a pas une problématique de commerciale, une problématique de concurrence qui vous permet de réutiliser ces données. La question qui se posera, ce sera toujours, là pour le coup, le tarif. Parce que Big Data, en principe, on est sur de la donnée qui a donné toute la valeur qu'elle pouvait quand on la récupère, mais on va produire de la nouvelle valeur. Et là, vous pouvez être certain que la personne qui va vous fournir les données va se rappeler de vous et va vous dire « Ah oui, mais j'ai contribué, donc je veux récupérer une partie ». Donc la problématique se situera à ce niveau-là. Quand vous négocierez avec les personnes, ce sera déterminer quels sont grosso modo les royalties qui sont dues aux fournisseurs de la base de données. Des questions sur cette réutilisation privée? La théorie des facilités essentielles, ça s'applique uniquement lorsqu'il y a un monopole d'État, sur un abus de position dominante dans le privé pur, par exemple. Dans le privé pur aussi. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que le concurrent a une position dominante et dispose d'un réseau, quel qu'il soit, d'une structure qui est impérativement nécessaire pour permettre l'accès au marché. L'exemple que je peux vous donner, c'est les réseaux de téléphonie mobile. Privés. Mais pour permettre l'accès des nouveaux acteurs, on a fait jouer la théorie des facilités essentielles et on a dit voilà, Orange dispose du réseau et va le mettre à disposition de nouveaux acteurs. Et on a les acteurs virtuels qui sont arrivés comme ça. Pas d'autres questions? De toute façon, on reviendra à la fin. Alors, troisième solution, vous produisez vous-même les données que vous voulez exploiter. On va partir de l'hypothèse où vous avez un objet connecté, où vous allez programmer, proposer, produire un objet connecté. Cet objet connecté, c'est très bien, mais il va falloir qu'il soit conforme à la législation sectorielle. Dans ce cas-là, ici, ça va être principalement le code de la santé publique et le code des assurances, qui pourra s'appliquer, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention précédente. Il faudra respecter tout ce qui est loi informatique et liberté. Vous collectez de la donnée à caractère personnel, a priori. Pas nécessairement, ça peut être autre chose. Il faudra bien vérifier. Et si on est en matière sanitaire, il faut bien penser à tout ce qui est dispositif médical et tenir compte des évolutions au niveau de l'Union européenne qui élargissent considérablement le champ d'application de cette législation. Législation sectorielle, voilà, le code de la santé publique, le code des assurances. Troisième point, qu'en général on ne voit pas dans ce genre d'intervention, donc je veux quand même vous le préciser, c'est vous produisez un objet connecté, vous avez probablement un marquage CE pour ce qui concerne le dispositif médical, mais vous devez également penser que votre dispositif doit être conforme à la directive RTTE, il faut un deuxième marquage CE, tous seront confondus, mais enfin il faut le demander. Vous aurez très probablement à être conforme à la directive sur les déchets d'équipements électroniques, et probablement sur les piles et accumulateurs. Donc tout ça, à anticiper, et il faut qu'il y ait un marquage CE qui englobe ces 4 directives. Des questions sur les objets connectés? On est dans les temps. Oui.
Alors, c'est effectivement la problématique qui est de la réutilisation. Sur ce point, c'est actuellement très difficile de réutiliser des données. La plupart du temps, il faut récupérer le consentement de la personne concernée. Précisons tout de suite qu'il y a un règlement au niveau européen qui est en train de se négocier. La dernière version de mars 2015 tend à faciliter tout ça, de deux façons. Déjà, en élargissant la finalité, en disant « vous pouvez utiliser la donnée pour la finalité pour laquelle ça a été collecté initialement, mais également pour toute finalité ultérieure qui serait compatible. » La question c'est qu'est-ce qu'une finalité compatible? Et heureusement, le législateur propose des critères précis. Déjà, vous avez déjà une relation avec la personne et elle peut légitimement s'attendre à ce que vous réutilisiez les données. Vous avez un programme de télémédecine, la personne peut peut-être s'attendre à ce que vous réutilisiez les données pour faire de la recherche. On est peut-être sur quelque chose de compatible. Vous êtes l'assurance maladie, vous réutilisez les données pour faire de la lutte contre la fraude. Finalité compatible. Donc déjà tout ça, ça va faciliter le traitement de données à caractère personnel et sa réutilisation pour du big data. Le deuxième point qui est intéressant, c'est ce que disait Madame tout à l'heure, la pseudonymisation. La pseudonymisation, c'est une notion essentiellement pratique pour l'instant, mais le règlement de l'Union européenne veut l'intégrer dans le texte qu'ils sont en train de voter et faciliter le traitement de ces données. C'est-à-dire que vous aurez des données où vous ne pouvez pas réidentifier la personne sans faire une investigation quelconque, sans récupérer d'autres données sur elle. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire ces investigations pour pouvoir aller chercher son consentement, l'informer, etc., etc. Avec le règlement européen, on dit non, finalement, vous ne ferez rien. Si vous avez des données qui sont pseudonymisées, que vous n'avez pas besoin de savoir plus sur la personne, eh bien ne cherchez pas. Et vous n'avez pas besoin de l'informer, vous n'avez pas besoin de lui donner l'information sur son droit d'accès, son droit d'opposition. Donc ça devrait également beaucoup faciliter le big data, dès lors qu'on n'a pas besoin de réidentifier les personnes. J'ai répondu à votre question? Il sera appliqué. Alors c'est un règlement, pas une directive, donc il est applicable de façon uniforme dans toute l'Union européenne. Il devrait être voté officiellement d'ici la fin de l'année, et ensuite l'application, ça devrait prendre 6 mois à 1 an. C'est le règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD. Vous en demandez beaucoup. C'est possible. On peut envisager une application rétroactive, je pense. Oui. Alors, je réponds en français? Il y a une traduction? Alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est l'un des biais de l'open data, c'est qu'il n'est pas prévu pour l'instant de mécanisme permettant de récupérer les données qui sont produites par le sous-traitant de la personne publique. Donc ça devra être prévu dans le cadre des contrats entre la personne publique et le sous-traitant. Ce qu'on peut faire pour l'instant, justement, c'est se manifester auprès de la personne publique pour lui dire, voilà, vous devez intégrer ça dans vos contrats ultérieurs. J'ai répondu à votre question? Alors, je conclus pour vous dire, voilà, en matière de big data, tout ce qui est problématique, informatique et liberté, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit tous. Mais vous devez penser systématiquement qu'il y a d'autres sujets. Vous allez devoir conclure des contrats. Vous allez devoir éventuellement respecter la législation sur les produits de santé, que ce soit parce que c'est un dispositif médical ou parce que vous faites de la publicité. Vous devrez respecter le droit de l'open data, dont on vient de reparler. La propriété intellectuelle. Il ne faut pas rentrer dans des hypothèses de contrefaçon, et ça peut aller très vite. On ne se rend pas compte qu'on est en train de récupérer de la donnée qui est protégée. Et enfin, vous devez respecter tout ce qui est législation sectorielle pour la santé, et principalement le code de la santé publique et le code des assurances. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui. C'est une bonne question. La donnée pure
n'appartient à personne. C'est ce que j'appelle un bien économique. Ça a une valeur, mais il n'y a pas de droit de propriété. Ce qui a un droit de propriété, c'est la base de données. Si vous êtes le producteur de cette base de données, vous pouvez la mettre chez n'importe quel hébergeur, vous restez le producteur et donc le propriétaire des droits de propriété intellectuelle. Donc ce sera vous le propriétaire dans votre exemple, et non pas l'hébergeur.